Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous reprenons le fil des programmes de la 5e de couve depuis ce dimanche dans ce premier trimestre manifestement très mouvementé. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur la symbolique des transformations dans les mangas d'action et d'aventure. Alors, on parle de quel genre de transformation ? On parle pas de toutes les métamorphoses. On va parler du Super Saiyan, par exemple, ou alors du grand singe dans Dragon Ball. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Écoute, moi j'ai fait une petite liste non exhaustive de ces personnages qui bénéficient de ce type-là de transformation. Donc bon, évidemment, tu viens d'évoquer Son Goku, mais je pensais aussi à Yusuke dans Yu Yu Hakusho ou Gon dans Hunter. Et évidemment, Naruto ou même Ichigo dans Bleach. Je pense que il a une belle transformation aussi. Et encore, dans Naruto, il y a 2 transformations, mine de rien. Effectivement. Et en fait, moi, je pensais aussi à Dreamland, à Terrence, ou Rin dans Blue Exorcist, Seth dans Radiant, Aster dans Black Clover, pardon. Et même Yuji dans Jujutsu Kaisen. Je pense que... Qui est à discuter, parce qu'on est peut-être plus dans le cas d'une possession. Mais qui se rapprochait qui se rapproche clairement d'une transcendance. Ouais, mais tu vois, Naruto, c'est encore différent Naruto. Parce que autant il y a toute une partie de transformation où je vous l'accorde, c'est juste Kyuubi qui prend le pouvoir. Mais si on parle du mode ermite, par exemple, pour moi, c'est l'anti-transcendance, tu vois. C'est justement je reviens à un état de plénitude et de calme, tu vois. Mais justement, parce qu'il est trop bien, Naruto. Mais justement, c'est ça qui est intéressant entre la position dont on peut parler pour Yuji et ce mode ermite de Naruto ou le mode Kyuubi de Naruto, parce que elles symbolisent éventuellement la même chose, même si elles ne sont pas identiques. Alors, que symbolisent toutes ces transformations dans les mangas d'action et d'aventure ? Eh bien, c'est la question qu'on se pose tout de suite dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas avec des transformations dedans. Bonjour à tous. Autour de la table, nous avons Cagnard et Julie qui ne se transforment pas, mais changent de vêtements tous les jours, ce qui est une bonne chose parce qu'on se voit chaque semaine. Excuse-moi, mais je suis pas persuadé que je suis pas capable de me transformer encore. C'est pas fini. Ça va venir bientôt. Mais tu te changes bien au moins une fois par semaine. Je suis pas sûr non plus, il faut que je réfléchisse. Si vous nous découvrez seulement maintenant, eh bien je vous propose d'écouter d'abord les plus de 240 émissions en ligne de la 5e de couve. Voilà, merci. Ou alors de continuer l'écoute de cette émission, mais sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga, essentiellement de manga, hommage, analyse, top, recommandation. Il y a de tout. Si vous aimez ce qu'on fait, sentez-vous libre de nous mettre une excellente note sur les différentes applications podcast. Quand je dis excellente note, ça veut dire la note maximale, et d'activer les notifications. Évidemment, on se retrouve aussi sur le blog la 5e de couve.fr avec notamment des articles plus anciens, toutes nos émissions et puis une nouvelle chronique hebdo proposée par Julie. La dernière, c'est sur l'incandescence d'Ayako Noda, édité au Lézard Noir. Revenons donc à cette émission. Que symbolisent les transformations dans les mangas d'action et d'aventure ? Avant d'y répondre, de quel manga il s'agit ? Qu'est-ce qu'on appelle manga d'action et d'aventure ? On va prendre 2 minutes pour définir le cadre dans lequel on pose cette question, Kanya. Ouais, c'est important parce que avant de préparer cette émission, il a fallu qu'on cadre un petit peu de quel titre on parlait et de quel titre on parlait pas. Typiquement, dans la liste que Julie a donnée, on a volontairement pas mis Berserk, alors qu'il y a effectivement un cas de transcendance dans Berserk, mais on voulait vraiment se rapprocher en fait juste de titres très populaires, axés surtout sur l'adolescence et qui, au final, on s'en est rendu compte a posteriori, mais qui viennent tous du Jump en fait. Bizarre. C'est ça. En fait, c'est même parti d'un point un peu plus ancien. Il y a quelques mois, il y a un manga d'aventure un peu célèbre qui s'appelle One Piece. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, vaguement. C'est l'aventure de Luffy qui veut devenir ninja, tout ça. Avec son chapeau de paille. Avec son qui se transforme en Super Saiyan et son Benkai, ouais, c'est ça. Bref, non, vous connaissez tous One Piece, évidemment. Et donc, on a vu arriver le Gear 5, le Gear 5, le Go Gear, je sais plus comment il s'appelle en japonais.
Ouais, je pense. Ouais. Bref, de Luffy, la nouvelle transformation de Luffy, donc il y a quelques mois, et c'était à ce moment-là l'occasion de nous demander, quand on voyait déjà les réactions autour de toute cette séquence qui était assez étonnante, on en reparlera plus tard dans l'émission, que c'était toutes ces symboliques de transformation de shonen manga du Jump. Moi, j'aurais envie de manga d'action et d'aventure, j'aurais aussi envie d'appeler ça de ces shonen virils. Ah, oui, quand même, mine de rien. Ah, oui. Ce sont les garçons qui se transforment. Tu me parles. Non, mais on est d'accord, ce sont les garçons dans ces mangas-là qui se transforment, ce qui n'est pas illogique dans le sens où ce sont des mangas à la base destinés aux jeunes garçons et aux garçons plus âgés. Bah oui, en fait, ça concerne vraiment une partie de la production manga. C'est une petite fenêtre, hein. Les mangas du Jump et même au sein du Jump, un certain type de narration, des récits fantastiques, avec effectivement un garçon aventureux qui part à la quête avec un but très précis, etc. Mais on voit que c'est aussi, donc effectivement, toute une littérature, j'ai envie de te dire, qui est tournée vers un public jeunesse, un public de garçons. Et moi, l'autre caractéristique que je mettrais, c'est quand même un procédé qui est quand même utilisé à partir des années 80, notamment grâce à Dragon Ball. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, je crois. Donc 1984. Et petit à petit, ce procédé narratif de la transformation du héros, une transformation physique, va quand même connaître une apogée dans les années 90-2000. Et je pense que depuis, donc dans la liste qu'on vous a faite au début, donc le dernier qu'on avait évoqué, c'était Yuji dans Jujutsu Kaisen, mais c'est déjà 2018, et déjà en 2018, Yuji et sa transformation, on n'est pas trop sûr qu'on parle de la même chose. Les choses évoluent, ouais. les choses évoluent. Donc ça, c'est pour les mangas. Ensuite, quand on dit transformation, on parle de quoi, Cagnard ? On parle vraiment. Alors moi, j'ai pris comme point de départ cette espèce de transcendance que les héros peuvent vivre à un certain moment de l'histoire, hein, qui est évidemment très souvent tourné vers un côté dramatique, on va dire, qui prend comme base un truc dramatique et qui provoque la transcendance du personnage. Ce qui est intéressant avec ce que vient de dire Julie, c'est que je pense que c'est un procédé qui est vraiment propre au shonen. J'ai beau réfléchir, dans le comics, dans la bande dessinée, j'ai pas d'exact équivalent. J'ai des reproductions, une manière de copier un petit peu. Mais typiquement, dans le comics de super-héros, attention, on parlera plus d'un nouveau costume. Tu vois, ça sera plus axé là-dessus, alors que... Ou d'un costume tout court. Oui, voilà, un costume tout court. Et je pense que ce que dit Julie, c'est intéressant parce que là, dans les titres du Jump, on est dans le cadre de séries longues. Et je pense que ça joue une grosse partie. Le fait que ça soit des séries longues et que tu suis ton héros sur un fil rouge, hein, pas sur des récits indépendants, pendant longtemps, t'as besoin de marqueurs aussi, de marqueurs pour montrer que ton personnage évolue et que ça fait pas 30 tomes que tu suis le même personnage qui n'a pas bougé, quoi. Pourtant, ce concept de transformation, on a pu le trouver dans la mythologie grecque, dans les vieilles histoires comme ça. On l'a peut-être dans la psychanalyse. Alors, il y a du coup, en faisant mes recherches, je suis évidemment tombé sur le concept de surhomme de Nietzsche. Alors, loin de moi l'idée de dire que j'ai bien compris de quoi il s'agissait, mais par contre c'était assez intéressant de regarder ça parce que si tu regardes le concept de surhomme de Nietzsche, enfin tu te rapproches beaucoup du shonen tout court, en fait, des carrément. étapes du shonen. Alors je vais pas vous le résumer là. Le truc qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que le surhomme, c'est pas un but à accomplir, c'est pas un état dans lequel arriver. Le concept du surhomme, c'est plutôt de s'entraîner encore et encore pour devenir la meilleure version de toi-même. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'illustre vraiment parfaitement avec les titres du Jump. Même quand ils arrivent à ces niveaux-là, ça veut jamais dire qu'ils sont parfaits, qu'ils sont dans leur forme ultime. Salut Sel. Mais ça veut dire qu'ils sont en chemin, en tout cas. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que ces mangas sont bel et bien des mangas initiatiques qui t'apprennent à évoluer dans une société, la société japonaise en l'occurrence, en tout cas au départ, et de passer à l'âge adulte. Et qui fait exactement partie du concept de Nietzsche. Le surhomme, c'est aussi la personne qui remet en question la société, les bases établies. Et ça, c'est vraiment propre au shonen pour le coup. C'est casser les cadres dans lesquels le héros est et dépasser les règles que la société lui impose si elles sont injustes. Alors, qu'est-ce que ça symbolise ? Quels sont les intérêts de ces transformations ? Parce que les intérêts
ils sont aussi assez évidents parce qu'ils peuvent être d'emblée scénaristiques. Ton personnage n'est pas une ligne droite. Bah, c'est évidemment le premier truc auquel j'ai pensé, c'est l'intérêt scénaristique, parce que au final, au plus loin que je me souvienne, si j'ai adhéré autant au manga quand j'étais plus jeune, bah c'était pour ces moments-là. C'est vraiment quand Gohan se transforme face à Cell, Goku se transforme en gorille tout court. Et du coup, moi je me suis toujours dit que en fait c'était peut-être la chose pour laquelle je lisais du shonen. Parce que d'une, ces transcendances, comme je l'ai déjà dit, elles arrivent toujours à des moments propices où il y a des tournants scénaristiques, et très 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 souvent c'est à des moments vraiment dramatiques qui vont remettre en cause le héros tout simplement. Et puis tu vois, étant un lecteur assidu, on va dire, même arrivé à mon âge, je trouve que c'est toujours cool ce genre de moment, parce que en fait tu sais jamais trop ce qui peut arriver. C'est vraiment le moment où, même si tu le sens, tu connais ce procédé scénaristique, il y a toujours un gros point d'interrogation, genre qu'est-ce qui va se passer, voire comment il va craquer. C'est plus ça. Alors il y a comment il va craquer et quel est le potentiel de ton héros en fait par rapport à ce cadre donné, parce que je trouve que la transformation c'est assez symbolique du potentiel latent du héros, et en miroir du potentiel latent qu'on a en nous. Et voir ton héros se transformer, ça te dit que toi aussi tu as le droit de te transformer, que tu as peut-être plus de potentiel comme ce héros. Alors c'est évidemment pas si simple que ça, mais grossièrement expliqué, je trouve que ça ressemble à ça, parce que voilà, on est avec un personnage qui n'est pas encore pleinement réalisé en tant qu'homme, en tant que personnage, en tant que héros, en tant que héros. Et donc c'est l'éveil de ses capacités cachées, le vrai héros qui se révèle enfin grâce à ce genre de choses. Et t'as souvent un truc en lien directement quasi avec le début du titre. Quand tu parles de potentiel latent, je trouve que c'est assez intéressant, parce que souvent au début on connaît le pouvoir latent du personnage, mais on ne le voit pas forcément. Et le moment de la transcendance, c'est vraiment le moment où on lâche les chevaux, quoi, où vraiment tu vas voir tout le potentiel du perso. Et puis bon, ça c'est un petit peu anecdotique, mais j'ai l'impression qu'une fois que le pouvoir est découvert, tu rentres tout de suite dans une autre phase scénaristique où là il faut que le personnage il apprenne à maîtriser son pouvoir. Et souvent c'est plutôt la maîtrise du côté sombre, de son côté sombre, comme Naruto avec Kyuubi au final. Et ça amène très souvent une phase d'entraînement où en fait le héros va, après s'être exalté au maximum, il va devoir justement apprendre à retenir ce côté exalté et à le maîtriser, quoi. Alors attends, il y a juste un truc que tu as dit un peu plus tôt qui aussi donne un autre intérêt, une autre symbolique à cette transformation, c'est on attend de voir à quoi ça va ressembler. Bien sûr. Il y a un côté mystérieux. Et là, on parle de manga, de dessin, on parle de style, de chara-design qui est très fort. Tu vois, dans le manga, qu'est-ce qui est important ? C'est évidemment la mise en scène, la mise en case, mais c'est le chara-design. Et alors là, les auteurs... ils se font un plaisir. Bravo, quoi. Bien sûr. Je pense que c'est aussi le point comment dire, où tout se joue, parce que finalement si ta transformation est ratée, on en a parlé il y a pas très longtemps sur Yu Yu Hakusho. Comment ça ? Tu sais, avec le Kurama qui était un peu en cosplay, mais dans la série live, me fais pas peur, parce que j'étais là, attends, c'est raté dans le manga. Non, mais justement. Mais qui n'est pas le héros d'ailleurs. Oui, mais il y a quand même une transformation d'un héros, et celle-là, tu la vois pas. Il y a que le héros qui se transcende, normalement. Ah, d'accord. Ses potes rarement se transcendent. Mais je suis d'accord que dans le cas de Kurama, oui, t'as une transformation pour le coup. Donc, mais c'est un retour aux origines quelque part. Bon, bref, on va en discuter. Il essaie de m'embrouiller là tout de suite. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ta transformation, elle est classe. Enfin, elle soit classe, pardon. Mais que graphiquement, ça en jette. C'est ça, il faut un style, il faut que ça envoie, et à chaque fois on est presque en train de comparer les meilleures transformations, quoi. Évidemment. Combien de fois en préparant cette émission, toi Cagnard, t'as pas dit on ferait pas un top 10 de transformations préférées? Mais évidemment, alors qu'en plus j'avoue c'est un peu bête, il y a 15 000 tops sur internet qui les court-circuitent déjà. Et c'est vrai qu'en même temps il y a quand je parlais de lecteurs avertis, je pense que c'est le pire cas où on est vraiment des Yankees, tu vois. On est des Yankees, même si tu connais bien le manga, t'as quand même envie de voir à quoi ça va ressembler. Et c'est rarement raté dans le manga papier. Attention, je parle pas d'adaptation ou autre, mais mine de rien, tu peux être aussi connaisseur que tu veux.
ça va te titiller quand même. Ça va te titiller de voir, ouais, mais à quoi il va ressembler? Et c'est au final ce qui a beaucoup joué sur le Gear 5 de Luffy, c'est que tout le monde se demandait à quoi il allait jouer, vu que les transformations de Luffy jouent beaucoup sur son physique au final. Et là, c'est Oda qui a joué avec ses lecteurs. On en reparlera dans quelques instants. Tu te souviens, la semaine dernière, quand on évoquait nos souvenirs autour de Dragon Ball, Cagnard, on parlait aussi de la manière dont on découvrait les nouvelles phases de Super Saiyan grâce aux cartes. Et tu vois, rien que le fait que on était aussi curieux de les découvrir sur une carte plutôt que de savoir comment il est arrivé là. Ça montre l'intérêt qu'on a. Et quelque part, c'est mignon. Notre intérêt n'a jamais bougé de ce côté-là, tu vois. ça, c'est vrai. Je reviens encore sur un autre truc dont tu parlais il y a quelques instants. C'est cette lutte entre le bien et le mal à l'intérieur de soi-même. Dans beaucoup de récits, les transformations physiques, elles sont associées quasiment, alors pas à chaque fois, mais par exemple pour Naruto, pour Demon Slayer, à une lutte entre le bien et le mal à l'intérieur du héros. Et ils peuvent donc subir des mutations, des augmentations pour égaler, pour surpasser les forces maléfiques qu'ils affrontent. Donc extérieurement et ou intérieurement, puisqu'ils doivent lutter contre leurs propres démons. Et à ce moment-là, la transformation symbolise la nécessité de s'élever au-dessus du mal pour triompher, pour s'accomplir. Et à partir de là, je vois encore évidemment un reflet avec des gros doigts, avec des traces de très gros doigts, mais avec le fait de lutter contre, je sais pas, la flemme, de lutter contre tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Ah mais je crois que t'as tout dit, se battre contre ses propres démons, c'est vraiment ça. Et puis dans le cas de Naruto, c'est carrément illustré, c'est une lutte à l'intérieur de lui-même pour devenir la meilleure version de lui-même. Et je pense que si d'un point de vue physique, on a cru qu'on pouvait se transformer pour de vrai, je pense que d'un point de vue moral et psychologique, c'était hyper intéressant d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui fait que tu vas quand même choisir le bien, qu'est-ce qui fait que tu vas pas céder, parce que c'est ça, cette lutte du bien et du mal dont tu parles, il faut que le héros quand même aille vers le bien, tu vois, et ça indique, je trouve, au lecteur quel genre de choix il faut faire dans la vie. Ouais, puis la recherche d'équilibre dans sa vie. Alors là je vais utiliser un terme que je ne maîtrise pas, mais peut-être qu'en Asie ils ont une vision du yin et du yang qui est peut-être particulière ou plus ancrée dans la société ou dans l'éducation. Nous on appellera ça l'équilibre, le bien-être, peu importe, mais voilà, nous on va chercher aussi cet équilibre entre toutes ces forces, tous ces aspects. Nous en tant que lecteurs, on va chercher l'équilibre entre tous les différents aspects du héros, parce qu'il y a ça aussi qui est important. On n'aime pas qu'il soit trop gentil. Ah bah non, de moins en moins en plus. Ça c'est vrai. Et donc l'acquisition de tous ces nouveaux pouvoirs, ça peut nécessiter toute cette intégration un peu harmonieuse des valeurs morales, des valeurs éthiques du héros pour éviter la corruption et donc vaincre cette corruption. Et là on arrive sur la fin de Demon Slayer que je ne révèle pas plus que ça, mais on retrouve tout ça dans la fin de Demon Slayer par exemple. Bah, tout ça, ça nous fait quand même nous poser la question de pourquoi toutes ces transformations dans des mangas shonen, donc pour les petits garçons. Je pense que, bon, là, moi, je vais surtout parler de Dragon Ball parce que c'est, pour moi, le point de départ, en fait, de toutes ces histoires, enfin, en tout cas, de ce procédé scénaristique et métaphorique qu'on a évoqué jusqu'à présent. Mais pour moi, les échos... Toutes ces transformations physiques, elles font écho à ce qui va arriver au petit lecteur quand il va devenir adolescent, quoi. Tu parles de la puberté ? Exactement, les changements corporels. Et évidemment qu'il y a ce truc, la première transformation de Goku, donc on parlait du gorille géant, c'est exactement ça, les poils, le gigantisme, les sauts d'humeur. Oh là là, je me déteste. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, mais en tout cas, tu sens le bon gros shoot d'hormones de croissance qui pète tout, qui sait pas se contrôler et qui est effrayant finalement. Qui est monstrueux. Qui est monstrueux parce que finalement ça renvoie à cette image de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que mon corps va devenir. Et sur d'autres points, il y a également toute une part d'interrogation sur qu'est-ce que le nouveau moi, comment s'imaginer adulte, comment on va traverser ces différentes étapes parce qu'on les voit pas finalement.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ça me fait penser au fait qu'on voit rarement la puberté chez les personnages adolescents garçons. Si ce n'est ce côté métaphorique, on a rarement ces questions. Tu vois, le héros qui se questionne sur sa puberté, sauf si t'es dans Lovina, et même pas, je crois, en fait. Non, personne ne demande de scooter avec la voix déraillée. Et surtout, Lovina, il est quand même déjà à la fac, donc oui, bon, c'est vrai. j'espère que la puberté est derrière lui. Enfin bon, on japonais quand même. Pardon. Mais on se moque pas. Moi, donc en un mot, effectivement, toutes ces transformations renvoient à c'est quoi grandir, c'est quoi devenir adulte, parce que c'est effrayant et inconnu. Et je pense que vraiment, Dragon Ball, c'est un cas d'école. On pourrait en discuter encore longtemps, parce qu'il y a vraiment énormément d'éléments que je trouve Toriyama et son équipe, maintenant on sait très bien qu'il n'était pas tout seul aux manettes non plus, ont instauré comme ça, ont distillé dans son histoire. Et toutes ces transformations des Saiyans et du fait qu'ils deviennent bestial à leur état primaire, quoi, c'est terrible parce que ça te montre aussi que la transformation, elle est dans ton ADN, quoi. Il n'y a pas d'autre choix que de se transformer. Oui, c'est inéluctable. C'est un destin. À chaque pleine lune, c'est les pleines lunes dans Dragon Ball. C'est les lunes qui les font. C'est marrant ça d'ailleurs. Tu sais, en termes de cycle et compagnie, c'est les lunes, quoi. Oui. Moi, c'est aussi le plus évident quand tu réfléchis à quelle est la méthode naturelle qui fait que tu te transformes qu'une fois régulièrement, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, non, mais ça me met le doute, j'essaye de réfléchir pour te mettre en tort, mais non. En fait, c'est un excellent moyen rythmique. Mine de rien. Et puis, en fait, c'est hyper logique dans son univers, quoi. Après, quand les Saiyans qui arrivent, les Saiyans adultes, ils l'expliquent très bien, ils envoient les bébés parce qu'il y a des lunes et ils se disent ils feront le boulot tout seuls. C'est super. C'était bien trouvé, je trouve. Mais justement, les Super Saiyans, c'est là l'idée géniale qu'il a eue, c'est quand même cette transformation en palier. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a différents stades en fait d'évolution. Et pour moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de adolescence ou puberté, extension, quoi. Tu vois, genre, on ne sait jamais quand un Saiyan devient adulte, finalement. On ne grandira jamais. Et puis, exactement. C'est intéressant. Ça, j'aime. Surtout dans le cas de Dragon Ball, que la première des transformations soit un retour à l'état bestial, comme tu dis. Sauf que les transformations après en Saiyan, pour moi, c'est un peu comme Naruto et le mode ermite. C'est pas des transformations où ils perdent le contrôle, c'est au contraire des transformations où ils reprennent le contrôle, qui sont devenus surpuissants, hein, évidemment. Mais je trouve qu'il y a un côté vraiment antinomique, tu vois. C'est pas les mêmes transformations, quoi. Alors, peut-être il y a des évolutions dans les transformations elles-mêmes. Oui, les coupes de cheveux. Ouais, super. Tu préfères quelle couleur? Plutôt blond cendré. La Super Saiyan 3, j'ai jamais supporté. Pourquoi retirer les sourcils des personnages? Ça, je ne comprends pas. Alors, parce que quand tu vieillis, peut-être, je sais pas. Non, mais parce que les poils des sourcils passent dans ta tignasse. Je sais pas si c'est l'explication que je peux te donner. J'aime bien. Mais alors moi j'adore aussi parce que ça te donne quand même une idée du niveau de maturité des Saiyans. Parce que finalement, c'est des gens qui ne sont jamais adultes, qui n'ont jamais de responsabilité, quoi. Si ce n'est la responsabilité de sauver la Terre. Excuse-moi, Julie, ça me paraît pas mal. Oui, mais ça, c'est parce qu'on leur a demandé et ils ont bien voulu. C'est pas vraiment venu d'eux-mêmes. Et devenir champion du monde des arts martiaux, c'est pas être responsable, ça? En fait, c'est ça, leur seule responsabilité, c'est juste qu'ils aiment se battre. C'est vraiment le principe. Ouais, mais pour revenir à Toriyama, je pense que c'est ça son idée géniale. Et pourquoi, en tout cas, jusque, tu vois, toutes les presses du monde étaient en ébullition pour essayer d'expliquer son succès planétaire, vraiment, d'une petite série comme ça qu'il a commencé en pensant à faire des blagues. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une idée qui est encore pas très souvent exprimée, mais qui, d'un point de vue psychiatrique, psychanalytique, existe déjà depuis un moment. C'est qu'en fait, on n'est jamais adulte ou enfant. On est tout le temps les deux en même temps. Ouais. Et du coup, c'est ça qui était super dans cette idée de parfois, à cause d'une émotion, à cause d'un surplus de colère ou de lune, hop, on se retrouve dans un état autre, dans un état de surpuissance,
mais qui n'est pas une fatalité puisque c'est temporaire, c'est passager. Une fois que ça ne fait plus effet, on redevient à un état normal qu'on maîtrise, qu'on connaît. Et je trouve que c'était un message adressé à un public jeune qui allait donc entrer dans son adolescence et dans sa puberté, hyper rassurant de dire mais ben non, mais on sera jamais adulte, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure. On peut être enfant et adulte en même temps. Et on peut être construit comme ça. Et alors, dans l'environnement culturel dans lequel Dragon Ball est né, il y a ce qu'on appelle les Super Sentai. Et je me demande à quel point c'est pas la version d'après les Super Sentai, dans le sens où on est un super soldat dans les Super Sentai. Ouais, mais finalement, après Naruto, ça devient aussi des super soldats, puisque ce sont des soldats. Oui. Donc, tu as une espèce d'incarnation comme ça de l'enfant soldat, du surentraîné, du super soldat dans un autre monde. Et les Saiyans sont des super soldats pour Freezer. Oui. Et donc, il y a tout aussi cette dimension qui est un peu abattue. Oui. Qui est un peu, qu'elle perd de sa puissance symbolique à cause du fait que, bah non, des fois t'es super saiyan, des fois tu l'es pas, c'est ça que tu veux dire ? De ça et de fait que tu n'as plus les costumes de couleur. Alors, effectivement, t'as les transformations de couleurs. Ça, c'est peut-être un peu plus économique, on en reparlera dans quelques instants. Et le fait que tu incarnes celui qui mène les autres, parce que c'est toi le plus fort, donc on va te suivre. On a confiance en toi, tu es une sorte de guide, tu es une sorte de super capitaine, quoi. Le pouvoir de l'uniforme. Et en plus, effectivement, dans Dragon Ball, ils gardent une sorte d'uniforme. T'as l'uniforme, t'as les couleurs, mais différemment. Moi, je vois l'étape après les Super Sentai, qui sont d'ailleurs devenus pour partie un peu plus désuets qu'à cette époque-là, avec le temps. C'est-à-dire que les Super Sentai sont arrivés plus tôt dans la culture manga, puisqu'ils datent de 1970, je crois. Enfin, c'est Ishinomori qui a commencé à exploiter le filon, on va dire, en tout cas qui a trouvé ces idées. Et c'est quand même, enfin, c'était encore un autre contexte. Le truc de Toriyama, je pense que c'était justement plutôt un contrepoint à justement quelque chose qui était une espèce de queue de traîne d'un point de vue idéologique. Le Japon était en train de terminer sa reconstruction, il allait entrer dans sa phase d'épanouissement économique, la fameuse bulle qui a donc perduré jusqu'à la fin des années 90, et lui il était en mode maintenant on profite. Ah oui, donc toi tu le vois plutôt dans je prends le contre-pied, alors que moi je le vois comme on a juste monté une marche. Ouais, en fait, tu le vois comme un level up du Sentai. Je le vois comme un level up du Sentai. Oui, pas du Sentai, mais de cet esprit-là. Ouais. Et toi, tu le vois comme un demi-tour. Oui, au sens où, même si effectivement c'est pour enfants, c'est distrayant, c'est fait pour les divertir, il y a quand même, donc, comme tu disais, ce fond de il faut être unis. Parce que pour moi, c'est ça la différence principale. Le Sentai, ils sont quand même en groupe, même s'il y a Kamen Rider qui est un peu chevalier seul, tu vois. Mais il y a cette idée d'unité. Il faut qu'ils soient ensemble pour combattre le mal. Pour fabriquer le super robot géant. Exactement. C'est vrai. Il y a un chef, il faut être d'accord avec le chef, aller tous dans le même sens. Et ça, c'était plutôt, l'ordre d'idées qui était prôné pour rebâtir le pays, pour que tout le monde aille dans le même sens. Même si, les années 70 au Japon, il y a eu des très fortes vagues de marxisme, avec beaucoup d'affrontements idéologiques entre les classes ouvrières, les classes étudiantes et les dirigeants. Ça s'est beaucoup, c'est pour ça, moi je pense qu'il y a aussi tout ce travail des mangaka pour essayer d'encadrer la jeunesse finalement, d'une certaine façon. Tu vois là, on a un côté un peu militaire effectivement, avec un chef un peu désigné parce que c'est lui qui est en rouge. Oui, souvent c'est genre les patrouilles de l'espace. Il y a quand même un truc. Alors que c'est le vert le meilleur à chaque fois, mais bref, toujours le vert. Dans les mangas après Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Hunter, même Naruto, il y en a quand même un qu'on suit.
Mais c'est juste que le chef, il est pas un peu nommé comme ça, il devient chef. Oui, c'est encore autre chose. Mais c'est pour ça que on retrouve quand même tous ces ingrédients dont tu parles, on les retrouve, mais juste... Et tu lisais un petit peu différemment. On les a mis dans un shaker avec plein de glaçons, on a secoué très fort, on a mis une petite passoire et on a versé dans un verre. Tu vois, je suis complètement d'accord que dans l'idée, tu vois, de XOR, de Bioman, je sais pas quoi, ils doivent être tous ensemble pour créer le super robot et de toute façon, ils gagneront tous ensemble. Alors qu'on a plutôt un truc un peu inversé avec les titres du Jump où le côté groupe, ça reste évidemment. Par contre, c'est une personne qui va gagner et qui va sauver les autres aussi. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. J'avais pas réfléchi à cette comparaison avec les Sentai, mais c'est assez intéressant. Et alors, on parle de Sentai, on parle de couleurs dans Dragon Ball, on parle de coupe de cheveux, on parle de changement. Qui dit donc manga dit animé, qui dit animé dit figurine, qui dit figurine dit carte, qui dit jeu vidéo dit personnage, dit tout un business en fait qui va avec, et chacune des transformations égale nouveau business égale beaucoup d'argent, non ? Catching. Ah exactement, je pense que si à la base ce genre de procédés scénaristiques ont été utilisés de manière un peu intuitive par Toriyama ou autre, les éditeurs ont très vite compris l'intérêt qu'il y avait, et c'est vrai qu'une transformation de personnage, c'est un excellent moyen de développer son merchandising et de refaire une nouvelle gamme. Enfin, je veux dire, t'as un nouveau personnage, nouvelle transformation veut dire nouvelle figurine que tu peux proposer dans un jeu vidéo. Tu pourrais créer une gamme entière à partir d'un personnage, et on le voit très bien avec Dragon Ball Super. Dès qu'il y a une nouvelle transformation, c'est pas que des figurines qui arrivent, il y a des t-shirts, il y a des cartes. Maintenant en plus, t'as le jeu vidéo où on aime bien ajouter un nouveau personnage, une nouvelle transformation. Comme ça tu peux faire Goku contre Goku, comme ça tu peux faire Naruto avec une mitraillette, tu vois, genre ok, c'est très bien. Mais du coup évidemment il y a un gros côté merch là-dedans, de produits dérivés. On sait que l'industrie du manga est spécialisée en produits dérivés, donc il y a aussi un intérêt économique qui, je pense, est parfois un petit peu induit par les éditeurs aussi à pousser leurs auteurs vers là ça serait bien qu'on relance une nouvelle gamme, tu vois, on est en fin d'année, ça serait un peu cool. En tout cas l'aspect comme tu dis économique de la diversification du support finalement, ou de l'exploitation d'une licence, c'est Hiroki Goto qui en parle très bien dans son livre sur le Jump, parce qu'il explique justement qu'à la fin des années 70, justement, Dragon Ball, tout ça, il fallait que les enfants pensent encore plus au manga, il fallait vraiment s'implanter. Et je pense que c'est vraiment une spécialité du Jump. Oui, je suis d'accord. Qui ensuite a fait des petits dans d'autres magazines. Sûrement basé sur les États-Unis, tu vois, les Américains ont toujours été hyper forts au niveau des super-héros là-dessus, tu vois, de faire du merch autour de licences. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un truc très japonais tu vois, par exemple, les Américains développent beaucoup le merch autour des persos, mais ils l'ont rarement fait avec des cartes, par exemple, tu vois. Alors maintenant, oui, carrément, ils le font avec l'Orcana et tout ça, mais il y a un intérêt, je trouve, très japonisant. Oh putain, je suis horrible d'utiliser ce mot, mais dans le fait de faire des cartes à collectionner, les enfants. Vous nous suivez, on est d'accord, vous restez avec nous. Et ils ont vraiment quelque chose de rester dans la bulle. Tu vas rester dans cette bulle d'intérêt. T'as regardé ton épisode à la maison, tu sors, t'auras un cartable Dragon Ball Z, tu vas jouer aux jeux vidéo avec tes portes Dragon Ball Z, à la cour de récré, t'auras les cartes, et on est vraiment là-dedans, quoi. Après, pour moi, le symbole ultime de cette logique de transformation par palier et de collectionnite qui va avec, c'est quand même Pokémon. Enfin, je pense que c'est vraiment... C'est pas le plus vieil exemple, mais peut-être un des meilleurs. Je pense. Et ils ont vraiment pensé leur produit, leur univers de cette façon pour justement garder, finalement, il n'y a que cette logique scénaristique dans toute la série. Mais la carte à collectionner, c'est culturellement beaucoup plus installé au Japon qu'en Occident, et depuis longtemps. C'est pas le premier business de Nintendo en 1800. C'est totalement le premier business de Nintendo il y a très longtemps, quoi. Ou quelque chose comme ça. Donc, mais bon, tout ça pour revenir sur effectivement l'idée que oui, c'est une super idée pour faire des sous. Alors, les sous, c'est une chose, effectivement. Après, moi, je me demande toujours, et on n'aura jamais forcément de vraies réponses, mais à quel point l'auteur et l'éditeur ont conscience, et le tanto ont conscience de le faire
Bah déjà, il faut que la pour leur série fonctionne oui, pour leur avant de réfléchir à histoire, ça. ou s'ils le font pour le business, ou s'ils ont quand même pas. On le fait pour l'histoire, mais si en plus ça peut faire du. Enfin bref. Ouais, que tout se mélange un petit peu aussi. Et qu'il n'y a pas de vraie réponse à cette question, ça c'est possible. Et je suis pas sûr qu'on ait une vraie réponse un jour à quelqu'un à qui on pose cette question. L'autre symbolique, on en parle depuis le début de cette émission, c'est donc tout ce qui est métaphorique. Ces transformations ne sont pas que des transformations pour faire des figurines. Elles ont énormément de sens. Quand on cherche un peu, est-ce que c'est ce que vraiment les auteurs ont voulu donner ? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, nous, on y voit énormément de métaphores différentes. Il y a vraiment un truc, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette émission, parce que on utilise souvent le terme de neketsu, et moi j'avais pas participé à l'émission c'est quoi le neketsu, sachant quoi effectivement ouais. Donc ça y est, il va se rattraper là aujourd'hui. J'avoue, oui, il y a un petit côté revanchard, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais absolument dire pendant cette émission, que je disais pendant que j'écoutais cette émission, c'est que pour moi il y a le neketsu, pour moi il y a un aspect très la transcendance du personnage, et quelque part pour moi la meilleure illustration du neketsu, c'est ça, c'est ce passage à l'état d'inconscience totale. Et tu vois, on dit que, enfin, de ce que je crois savoir, le neketsu veut dire le sang bouillant. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Tu vois, quand je pense à toutes ces transformations, que ça soit Naruto, que ça soit Gon dans Hunter, je vois vraiment ce côté, ou même Sangohan de Vancel, le sang qui chauffe, qui monte à la tête et qui monte tellement qu'il y a un aspect de transcendance. Et pour moi, c'est ça le neketsu, c'est ce passage à l'état, à un autre état en fait, un état que tu ne contrôles plus forcément, ou si parfois. Et je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment ce truc d'illustration parfaite. Pour moi, le neketsu, c'est ça, c'est la transcendance, quoi. Bah en fait, ça a du sens si tu repars aux origines du mot, qui sont donc les mangas de sport et donc le sport. Et toute personne qui a fait du sport à un certain niveau avec une certaine intensité, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau, il switch. Exactement. Et tu es capable de tenir, pas longtemps, hein, mais tu es capable de tenir comme un fou sur une activité sportive X ou Y, un match de basket. On a même vu de toute façon en regardant du football par exemple, des moments où il y a des joueurs qui sont dans un état de grâce exceptionnel, mais une fois dans leur vie. Ouais, tu peux faire tout ce que tu veux, ils sont inarrêtables. Mais juste cette fois-là, et du coup, ça devient effectivement, quand c'est en plus dans des grands matchs, rappelez-vous de second poteau Pavard, bon, il a une autre carrière aussi qui est aussi assez impressionnante, mais bon bref, tout ça pour dire que dans le sport, qui a donné ce mot aussi, ce mot neketsu, et donc le manga de sport, on a ces moments où le cerveau switch et où le corps marche tout seul et fait un truc de fou. Et c'est marrant parce que autant je déteste ce titre, mais dans Kuroko Basket, ils parlent de ça. Oui. Ils disent on rentre dans la zone. Il l'a dit. Yeah. Ouais, je l'ai dit. Ouais. On rentre dans la zone vraiment. Et il y a ce truc. Et d'ailleurs, on parle de sport, mais moi souvent, je peux faire ce point de comparaison avec des jeux vidéo aussi, où tu regardes plus ta manette, t'es tellement dedans que moi je l'ai eu beaucoup avec Guitar Hero, parce que j'ai beaucoup joué à Guitar Hero. Où tu sais, je me disais là, je suis dans la zone. Mon cerveau ne contrôle plus rien là, c'est mes mains, tu vois, qui agissent de manière un peu automatique, quoi. C'est beau. Julie, t'essayes d'en placer une depuis tout à l'heure. Mais oui, non, mais c'était juste pour revenir, enfin, quand même sur le mot de neketsu, parce que rappelons que c'est quand même alors je ne sais pas pourquoi, mais le milieu du manga français qui s'est emparé de ce mot et qui l'a beaucoup aimé pour sa traduction littérale, donc du sang bouillant, qui lui semblait vraiment approprié pour parler de tous ces héros qui semblaient justement aller toujours au-delà de leurs limites, au-delà de ce qu'il était possible de faire physiquement. Et franchement, au Japon, ça n'a pas la même signification du tout. Ça n'a pas du tout le même impact. Non, au Japon, un canevas scénaristique, c'est pas un shonen neketsu. Non. Ça, c'est en France. Exactement. Et donc si voilà, on a envie de ça l'appeler comme ça en France, on a décidé, voilà, c'est juste que ce n'est plus le mot japonais à ce moment-là. Non, voilà, ça fait partie de ces mots qui ont été adaptés par les Français et qui sont malaxés, transformés. Et voilà. Ouais, et on a pris ce mot qui venait d'une expression très précise, on l'a généralisé pour expliquer une espèce de phénomène, mais à notre manière, à l'occidental, quoi. Exactement. C'est ça, et on vous renvoie donc sur notre émission dédiée au neketsu qui a maintenant 2 ans, je pense. Wow.
Ah ouais. Je sais pas, j'étais pas là. Facilement. Tu disais quoi, Cagnard, sur la métaphore? Ah oui, tu parlais de transcendance, si je dis pas de bêtises. Transcendance, donc moi je dirais que c'est ce qu'on appelle transcendance, c'est donc une transformation, on est plus fort qu'un dieu, etc. Métaphoriquement, ça serait donc une progression pour s'accomplir soi-même ou pas? Est-ce que ça symboliserait pas l'accomplissement de la quête? Est-ce que quand tu te transformes, quand tu as cette transcendance, tu commences pas à arriver au bout de ta quête grâce à ces nouveaux pouvoirs, ces nouvelles capacités physiques, ces nouvelles capacités intellectuelles, et que maintenant tu es mieux armé pour affronter les défis de la vie, comme avoir un travail? C'est intéressant ce que vous dites, Maximilien. Je pense que déjà toutes les transformations ne se valent pas, mais en plus, oui, je te suis dans le sens où, alors de ce que je comprends, ce que tu dis, ça sonne un peu comme le glas de l'histoire. Et c'est vrai que techniquement, au moment de la transcendance, on arrive vers la fin de l'histoire, sauf qu'on est dans un manga, donc ça sera juste la fin d'un arc en fait. Et t'attendras le prochain arc pour la prochaine transformation. Dans Demon Slayer. Oui, mais après, enfin. Moi, je repensais à mes Pokémon, mais je pense qu'il y a quand même cette idée un peu fausse qui est induite par cette capacité de se transformer toujours plus, toujours de devenir encore plus grand, plus fort, plus surpuissant, etc. On pense à toi, à quoi. Mais je peux pas dire, mais c'est l'inverse du premier message de Toriyama, finalement, puisqu'il y a une espèce de recherche perpétuelle de la surenchère, de devenir toujours plus, toujours mieux, qui peut être à une espèce à double tranchant, tu vois, une espèce de couteau qui, au contraire, peut te dire que l'idéal, la perfection est hors de portée, ou au contraire est un long chemin et qu'il faut accepter de souffrir pour y accéder. Donc, je sais pas, il y a différents messages qui peuvent être plaqués sur cette image. C'est pour ça que je disais que dans le cas de Toriyama, pour moi, c'est un peu particulier parce que il va vraiment, il est dans la transformation dans les deux sens. Il y a, dans un sens, ses retours à la bestialité, et dans l'autre sens, enfin, quand il est en gorille, quoi, et dans l'autre sens, pour le Super Saiyan, pour moi, là, on est plus sur la quête du surhomme de Nietzsche et compagnie. Et c'est l'un des rares titres où, pour moi, on va vraiment des deux côtés. Et alors au début de l'histoire, il est plus allé sur le côté bestial où on va relâcher toute sa testo et compagnie. Mais de l'autre côté, on le voit bien. Souvent dans ces transformations, il y a un truc qui marque, c'est que les personnages sont sereins. Ils sont, tu sais, quand ils passent en super guerrier ou ils passent à un autre niveau, ils sont sereins parce qu'en fait la fin du combat va être tranquille maintenant. Ils ont développé leur haut potentiel et ça va y aller très calmement. Il y a que Natsu, je pense, dans Fairy Tail qui au contraire bouillonne de plus en plus. Mais non, en fait il y a Sangohan. Au milieu de tout ça, il y a Sangohan qui arrive. Alors on parle donc de transcendance de l'humanité. Ce ne sont pas des humains, ce sont des Saiyans. Évidemment. Donc voilà. Et là arrive Sangohan qui c'est en s'énervant bébé, ouais, voilà, le sang mêlé. C'est en s'énervant bébé qui montre ses premières forces et ses premiers signes de transcendance, de puissance, d'évolution. On sait donc qu'il a ce potentiel latent qui est incroyable parce qu'il a de l'humain en lui. Oui, que c'est encore mieux que le Saiyan au final. Et finalement, il doit donc lui transcender les limites de l'humain et de son sang mêlé. Pour arriver à ses fins avec des transformations physiques. En plus, transformation physique, on le voit avec Gohan puisqu'on le voit grandir tout autant que Goku soit. Hein. Mais voilà, et ça symbolise donc, je sais pas, un dépassement des contraintes. Il avait des contraintes, celle d'être un enfant avec un père absent, celle d'être double culture entre guillemets. Et voilà, il a réussi à dépasser tout ça, à dépasser le monde matériel, la société qui l'entoure. En plus, avec sa mère qui lui met la pression pour faire ses études, il a fallu qu'il dépasse ça aussi. Et pour arriver à sa pleine réalisation, ne pas être un combattant. Ouais. Ah mais je pense que Sangohan c'est le perso à qui tout le monde demande de s'énerver. Ça doit être l'un des rares enfants à qui on dit énerve-toi. Et c'est assez intéressant parce que lui aussi, quand il s'énerve, au final, il redevient très calme. Une fois qu'il s'est transformé, il redevient absolument calme et après, du coup, il va faire des conneries parce qu'il commence à être un peu trop sûr de lui. Mais je trouve que lors de ces transformations, et d'autant plus l'événement juste avant la transformation,
c'est souvent un événement dramatique. Hein. Pour moi, c'est souvent la limite de la moralité du personnage qui est touchée en fait. Avec Sangohan, on a ça, où Cell veut l'énerver et il a beau fracasser ses potes, Sangohan ne s'énerve toujours pas, mais il finit par atteindre la moralité de Sangohan en écrasant la tête de ses 16. Et il y a un autre exemple comme ça que je trouve assez intéressant, c'est Gon dans Hunter x Hunter. Il au moment de sa transformation, alors désolé pour ceux qui n'ont pas lu Hunter, mais c'est au tome 29-30, mais allez lire Hunter x Hunter, je sais pas ce que vous faites à nous écouter. T'as failli bien le dire sans le X. Mais c'est trop difficile. Tu vois, quand il a l'arc de sa transformation avec Neferupito, je trouve que c'est ce qui est le plus symbolique en fait. Il n'a plus les armes intellectuelles pour comprendre le fonctionnement de Neferupito. Il ne comprend plus pourquoi tu m'as menti en fait, je comprends pas. Il y a vraiment ce truc de le moment de la cassure psychologique de Gon, il ne comprend pas pourquoi Neferupito est là, il est d'ailleurs dans le déni complètement, parce que même quand elle est en train de se soigner elle-même, lui dans sa tête, il est encore genre elle va soigner Kaito. Non, elle va pas soigner Kaito. Et à partir de ce moment-là, le dialogue est rompu et Gon il décide vraiment de devenir quelqu'un d'autre, littéralement quelqu'un d'autre, pour assumer cette part d'ombre, cette cruauté quelque part, et qui va fortement le rapprocher de la monstruosité de Neferupito aussi quoi. Et est-ce que ça symbolise pas d'une part ce que tu viens de dire, mais d'autre part la réaction de l'humain face à l'injustice? Oui, complètement. Je te donne un exemple débile. T'as un tout petit truc genre, je sais pas, t'as oublié de valider ton billet de train, mais parce que t'as oublié et on te met une amende. Et tu trouves ça injuste, t'as envie de hurler sur le contrôleur, tu te dis mais j'ai juste oublié, c'est pas grave. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose que les êtres humains ne puissent pas se transformer en Super Saiyan, parce que dans le RER ça partirait en vrille littéralement, il y aurait que des super guerriers tout le temps. Et moi je renvoie tous les auditeurs à ce moment d'énervement qu'ils subissent sur ce genre. J'ai donné un truc un peu débile, hein, mais quand on est face à ce genre d'injustice et on se dit mais c'est pas grave, tu bouillonnes à l'intérieur et t'as les cheveux qui poussent qui deviennent bleus, qui deviennent très ça arrive pas à une tout le très monde, longue brosse, mais oui ça peut arriver effectivement. Et donc t'as intégré ta cruauté et la rejeter, donc là on est sur la catharsis, et de l'autre gérer l'injustice quand on est adulte c'est pas toujours évident. Oh non. Mais quand on est ado ou jeune adulte ou enfant, alors là c'est encore pire. Impossible. Ben oui, mais il faut apprendre. Le manga est là pour nous aider à canaliser nos émotions négatives. Non mais c'est marrant, quand on se pose toutes ces questions, on se rend compte que dans toutes ces œuvres qui sont parfois en plus raillées par des gens qui pensent qu'il y a meilleure lecture, on se rend compte qu'il y a tellement de petites clés, évidemment, pour juste avancer tout simplement et en même temps se divertir. Bah évidemment, et sinon ça fonctionnerait pas. Je veux dire, ou alors on se cherche des excuses et c'est juste un truc de bébé et on continue à lire un truc de bébé, c'est possible, tu vois. Non mais bon, c'est effectivement étrange de voir que on a besoin de ce genre de lecture effectivement pour se décharger émotionnellement. Exutoire. Il faut effectivement trouver des façons de réfléchir à autre chose ou sous un autre angle. C'est vrai. Depuis 5-6 ans d'ailleurs, dans ces mangas du Jump, dans ces shonen neketsu comme on dit en France, il y a une petite évolution. On n'est plus sur ces phases narutotiennes, Dragon Ballesques. Non, on est beaucoup moins dessus. Et je vais juste rebondir sur un truc. Juste avant, c'est le fait que ces personnages, je trouve que c'est assez intéressant qu'ils aient le droit de pleurer. Tu vois, on prend Sangohan au moment de sa transformation, on prend Gon au moment de sa transformation, Yuzuke dans Yu Yu Hakusho au moment de sa transfo aussi. C'est tous des persos qui se mettent à pleurer. Et je trouve qu'il y a un côté assez beau là-dedans de vous avez le droit de pleurer de rage. Alors vous n'allez pas forcément vous transformer derrière, mais en tout cas, les pleurs chez un jeune garçon, c'est possible, c'est autorisé. Et ça, c'est un truc autorisé, mais pas dans le chapitre 1. Non, pas dans le tome 1.
enfin ça c'est toi, c'est ton cheval de bataille, pas de l'arme Arrêtez dans de le faire chapitre 1. pleurer vos héros. Mais dans je les trouve que derniers je trouve que c'est intéressant parce que, vous voyez, moi quand j'étais petit, je pleurais beaucoup. Je pleurais un peu pour tout et n'importe quoi. J'étais très sensible, tu vois. Voilà. Et du coup, en tant que jeune garçon élevé dans les années 90, mes parents passaient leur temps à me dire arrête de pleurer. Sois un homme, ne pleure pas, tu vois. Et tu sais, c'est hyper injuste quand t'es petit parce que tu pleures. C'est quelque chose que tu ressens, ça se contrôle pas. Et en plus, tu pleures parce que t'arrives pas à arrêter de pleurer. Exactement. Et plus t'essayes de contrôler, et plus tu vas pleurer. Et je sais que tu vois, quand j'étais petit et que j'ai vu cette transformation de Sang-Gohan, je sais que ça m'a vachement permis d'accepter ce côté-là de moi aussi. Genre, si lui, qui est super puissant, il peut pleurer, alors ça veut dire que moi aussi, quelque part, j'ai quand même le droit de pleurer. Je trouve que comme achievement dans la compréhension de ce que tu dois devenir, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, surtout que ça accompagne des moments assez dramatiques. Revenons donc à cette question, Julie, sur ces nouvelles versions des transformations. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles versions ? Après, moi, j'ai envie de te dire que, donc, tout à l'heure, j'évoquais que Chainsaw Man, ou qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent, aussi se transforme. Bien sûr. Et Jujutsu Kaisen qu'on a évoqué, donc, les deux titres sont sortis en 2018, toujours dans le Jump. Et on avait bien vu, parce que nous, on avait tout de suite vu le truc, on avait consacré une émission. Parce que on sentait bien que on n'était plus du tout dans le même registre et que ce genre d'éléments narratifs sur la transcendance, sur l'évolution émotionnelle qui passerait par des stades de transformation de plus en plus complexes était pas tout à fait la même que celle qu'on connaissait donc depuis les années 80. Alors, il y a plein d'explications possibles. Donc, le premier, c'est quand même le vieillissement du lectorat. Enfin, tout bêtement, puisque on sait maintenant depuis presque 20 ans que le Japon a beaucoup de mal à renouveler sa population, que c'est une population très vieillissante. On a aussi fait des émissions là-dessus. Et en fait, on a aussi une évolution juste des codes du manga et du manga pour ados. On est passé de jeunes garçons à plutôt adolescents, avec ces émissions qu'on avait faites sur donc Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen en nous interrogeant sur toute cette portion gore vraiment très très violente, très sanglante qui venait s'ajouter à un schéma narratif connu qui jusqu'à présent était plutôt rassurant. Et donc là, je pense que ce qui s'est passé à partir de juste avant les années 2020, c'est que peut-être dans l'inconscient collectif et dans tout bêtement les cadres des éditions Shueisha, ils se sont dit bon, maintenant peut-être il faut qu'on accompagne notre lectorat et qui ne sont plus des petits garçons qui sortent de l'école, qui vont aller au collège ou ce genre de choses, mais des lycéens qui viennent de terminer leurs études ou des jeunes adultes qui vont entrer sur le marché du travail. Donc moi j'appelle ça le lectorat vétéran, tu vois, ils connaissent le Jump depuis qu'ils sont petits, ils ont délibérément choisi de continuer à le lire alors que ils sont pas censés être le cœur de cible, et nous-mêmes on continue à en lire et vous connaissez les âges, ne me faites pas répéter. Donc moi je pense qu'il y a eu cette idée qu'il fallait maintenant donc accompagner ce lecteur sur d'autres territoires et notamment l'évolution des mentalités sur qu'est-ce que c'est être un homme et les nouvelles images de la virilité. Donc, je vais vous parler peut-être de quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer souvent ici, mais au Japon, à partir des années 2006, il y a une journaliste, donc Maki Fukusawa, qui avait créé un concept qui était les hommes carnivores versus les hommes herbivores. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas ? Parce que là, ça me fait penser à tout le débat Red Pill, masculinité toxique et compagnie, tu vois. Mais vas-y, je t'écoute. Oui, mais en fait, c'est ça, puisque en fait, c'est donc elle qui a créé ce mot d'homme herbivore, Shosoku Danshi en japonais, qui donc étaient des jeunes hommes qui ne trouvaient plus leur place et qui ne se retrouvaient pas dans l'image qu'on leur renvoyait de qu'est-ce que c'était qu'un homme responsable, un homme adulte, donc quelqu'un qui se bat pour sa carrière, se bat pour avoir une femme, se bat pour fonder une famille et qui avait une attitude
attaquante, enfin très guerrière, agressive, de pas se laisser abattre. Donc on retrouve un peu le truc du sang bouillant, tu vois. Mais très capitaliste au final, tu vois. Très capitaliste évidemment. Bon, ça c'est aussi un autre débat. Et elle remarquait que les jeunes gens qui étaient dans leur vingtaine, leur trentaine, et qui étaient potentiellement de futurs maris, de futurs pères, d'eux-mêmes se débiner, quoi. Parce que, excusez-moi, c'est un peu négatif si je dis ça, mais ils refusaient de reprendre le flambeau. De rentrer dans la compétition. Exactement. Ils disaient, non, moi je veux assumer d'être quelqu'un de doux, je ne veux pas être compétitif, je veux pas agresser mes potentiels partenaires, offensifs, etc. C'est quelque chose qu'ils se sont mis de plus en plus à revendiquer. Et en fait, c'est vraiment un concept qui a fait son chemin, parce qu'il est vraiment entré dans les mœurs à partir des années 2009, je crois, au Japon, jusqu'à ce qu'il y ait des films qui portent tu vois, ce genre de mots dans leurs titres dans les années 2000. Et pour moi, les années 90, c'est exactement ça. Enfin, il y a une remise en question de l'image qu'on avait du salaryman qui était père absent, mais travailleur, dévoué à son entreprise. Et c'est resté. Je veux dire, c'est quelque chose qui finalement est quand même, apparaît en filigrane dans beaucoup de ces publications destinées aux enfants. Mais à partir des années 90, il y a une montée en puissance des boys bands, d'un autre terme qui est les ikemen, donc les mecs qui sont des beaux gosses, quoi, qui jouent tout sur leur physique, qui sont pas vraiment dans la compétition, on va dire, pour je sais pas, des compétences. Sont dans la séduction au final. Exactement. Il y a une espèce de revirement. J'ai envie de te dire, les hommes japonais redeviennent des femmes comme les autres, puisque je préfère dire redeviennent, parce que c'est culturellement quelque chose qui a été étouffé avec la montée de l'européisation, est-ce que c'est français, l'occidentalisation, parce que à l'époque Edo, il y avait des grandes figures homosexuelles publiques, c'était pas quelque chose de caché. Les hommes efféminés étaient déjà à la mode à travers le kabuki et d'autres arts populaires. Le fait de l'ouverture à l'Occident, l'arrivée des Américains et compagnie, on sait que ça a beaucoup influencé. On dit Américains, mais c'est aussi les Occidentaux tout court, les Français, les Hollandais. Alors, pour revenir sur le débat, est-ce que toutes ces choses, toutes ces évolutions dont tu parles, on les voit dans ces deux mangas que sont Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen, par exemple? Alors attends, pardon, oui, je vous ai perdu, mais oui, on va parler de manga. Non, parce que je pensais aussi, juste pour illustrer tout mon propos précédent, que par exemple en 2006, il y a deux titres qui ont quand même assez bien marché en France, qui étaient par exemple Ottoman et Switch Girl, qui mettaient justement en scène des garçons qui n'étaient pas justement des garçons. Alors pas Switch Girl pour le coup. Le garçon, il veut qu'on le laisse tranquille. Il se cache parce qu'il est trop beau et qu'il y a tout plein de filles qui les harcèlent. Et il se cache derrière sa copine qui joue un double jeu en étant hyper agressif, mais super mignonne, et donc on lui fout la paix. Mais rompre avec les codes de la société, en tout cas. Exactement. Ne plus être dans ce truc de... On est super performant, il faut qu'on soit toujours les meilleurs, etc. Mais là, on n'est pas dans le jump, du coup. Voilà. Et ça se rapproche du concept de surhomme de Nietzsche, au final, remettre en cause les bases de la société qui t'entoure. Oui, je reviens sur Chainsaw Man et sur Jujutsu Kaisen. Là où... pourquoi ce sont des titres marquants? C'est parce que je pense que l'accès à une force surhumaine et donc un passage à un état adulte se paye au prix fort. Donc là, je pense que Yuji et Sukuna à Shibuya, ça illustre parfaitement ce que je dis. Payé content. Il y a Maki qui finalement aussi, c'est pas un garçon, mais elle a beaucoup de responsabilités et puis ça change justement d'avoir une fille aussi au premier rang de ce genre de récit, et de voir qu'elle aussi elle fait beaucoup de sacrifices. Et pour revenir à Chainsaw Man, Denji il passe son temps à perdre des trucs, perdre sa vie, perdre ses amis, bref. Et je pense que l'idée générale qui se dégage de ces deux titres, c'est que rien désormais n'est
inné pour le héros. Oui. Ces transformations, tout ça, c'est vraiment des choses qui finalement le marquent vraiment. Et qu'en 2020, en tout cas, pour montrer que t'es un vrai, que ce soit garçon ou fille, en fait, rien n'est naturel, rien n'est gratuit. Il y a toujours des conséquences psychiques, physiques qui sont dramatiques. Ils sont tout le temps blessés, ils sont tout le temps. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer qui est vraiment élevé. Qui est moins magique, du coup. Complètement. Ouais, mais cette notion grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est pas si récent que ça, c'est pas forcément propre au manga, mais j'ai l'impression que cette responsabilité du devoir, elle est depuis Dragon Ball, elle est présente, parce qu'en fait, ces transformations physiques, elles sont souvent accompagnées d'une charge de responsabilité vraiment accrue pour le héros, dans le sens où c'est bon, c'est toi qui as le pouvoir, donc on compte sur toi pour sauver la Terre. On compte sur toi pour sauver le monde, on compte sur toi pour gagner le tournoi des arts martiaux. Finalement, ce pouvoir accru dont je parle, ça vient souvent avec une obligation de l'utiliser pour le bien de tous. Et donc, si tu utilises ton nouveau pouvoir, ton nouveau super pouvoir pour le bien de tous, ça implique que tu dois faire des sacrifices, tu dois faire ton sacrifice personnel de toi-même ou de ta cause au nom d'une cause plus grande. Ouais, et au lieu de chercher les boules de cristal, au lieu de sauver sa sœur, on sauve le monde. Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que s'il faut que le personnage fasse littéralement des bonnes actions, les bons choix qui accompagnent ce pouvoir, du côté des antagonistes, en tout cas, eux aussi, ils ont souvent une transformation. Quand on arrive sur les combats finaux, ils ont souvent une transformation, mais qui n'a rien à voir avec cet état d'esprit de transcendance et de responsabilité. Eux sont plus du côté nihiliste, là où un héros sera du côté construction vers l'avenir et protection surtout des êtres chers, quoi. Ouais. En fait, moi, j'allais plutôt dire qu'on va vers plus une remise en question de la notion du sacrifice. C'est peut-être ça un autre aussi sacrifice, ouais. Qui est complètement que jusqu'à présent on se disait bon, il y a des choses qui en valent la peine et peut-être que plus ça va et plus il y a une espèce de de façon de voir le monde complètement désabusée et de se dire est-ce qu'on est prêt à aller jusque là pour ça. Après, je sais pas, j'ai l'impression de dire des choses hyper horribles quand je dis ça. C'est horrible ce que tu dis là. Ouais, merci. Faisons un peu d'humour grâce à monsieur Eiichiro Oda, parce que s'il y a un auteur qui mêle un peu tout ce qu'on peut dire dans cette émission, qui en utilise une partie mais qui aussi transforme tout, c'est Eiichiro Oda avec les transformations, les gears de Luffy. Il y a ce fameux Gear 5 qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Comment vous l'analysez ? Comment on analyse aussi les réactions à cette séquence, que ce soit la séquence animée ou la séquence du manga, qui finalement est pas si éloignée que ça de la version animée, avec cette opposition de l'humour caricatural qui est assez propre à Luffy contre le sérieux de Kaido en face. C'est totalement démesuré et ça n'a aucun sens. Je pense que si ce n'est de nous surprendre et de ça nous a bien surpris là. Ouais. Oui, je pense que ça a bien marqué son coup pour le coup. Et non, mais en fait, tout ce que j'en retiens moi, c'est que c'était hyper clivant. Les gens aimaient, n'aimaient pas, ou bien certains s'y retrouvaient en disant c'est cartoonesque, c'est vivant, c'est inattendu et nouveau. Enfin, en tout cas pour cette série. Et d'autres refusaient en bloc ce genre de transformation. Parce qu'ils prennent les transformations au sérieux. Exact. Peut-être trop au sérieux. Et effectivement, et c'est vrai que là, c'est un pied de nez de l'auteur pour dire bon, on va se détendre. Enfin, moi, je l'ai vu aussi un peu comme ça. Mais... Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, comme disait Julie, je pense que toutes ces phases de transformation, peut-être qu'elles commencent à être un petit peu datées maintenant avec les titres actuels. Et je pense que l'un des meilleurs exemples, c'est que à part cette transformation, on ne parle plus de transformation sur les réseaux sociaux ou autres. La nouvelle transformation de Goku, tout le monde s'en fout maintenant parce qu'on sait qu'il y en a une par saison et voilà. Alors que One Piece est peut-être le dernier descendant de cette transformation à l'état pur. Et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant. Il y a un petit côté vieux monde contre la nouvelle génération. Je sais pas, parce que dans Jujutsu Kaisen, même quand on le voit dans tout début se transformer, fusionner, être pris par Sukuna,
il y a un truc assez stylé quand même qu'on aime. Le problème avec Jujutsu Kaisen, c'est que c'est une possession, c'est pas une transcendance. Je vous l'ai déjà dit. Mais je trouve en tout cas que c'est quelque chose dont on parle un petit peu moins maintenant, et One Piece étant le manga le plus connu de la Terre, c'était forcément un sujet qui allait être clivant. Moi personnellement, j'ai envie de prendre ces transformations là au sérieux. Par contre, je peux pas aller contre l'auteur, tu vois. Je peux pas dire l'auteur n'a pas pris au sérieux sa propre série, sachant que au final, pour moi, ce qu'a fait Oda là-dessus, c'est un retour aux sources. One Piece a toujours été cartoonesque, que ça soit dans sa manière de combattre, dans sa manière de dessiner des personnages avec des proportions improbables. Eh ben en fait, il est juste allé au bout de son concept. Je veux dire, est-ce que les autres transformations de Luffy étaient si stylées que ça ? Il y en a une où il devient juste gros, hein, quand même. C'est le Gear 2 ou 3, je sais plus, tu vois. Donc, tu vois, il nous a jamais habitués non plus à des trucs hyper épiques. Donc, moi, j'ai trouvé ça, au contraire, comme vous dites, un pied de nez plutôt malin. Genre, n'oublions pas que c'est que du fun, les gars. C'est du fun ce que je fais. Et alors, il y a une autre transformation aussi qui n'est pas une transformation et dont on n'a pas parlé dans cette émission. C'est celle de My Hero Academia, celle au pluriel, mais parce que on est dans un manga de super-héros et c'est difficile de le placer. Enfin, il se place justement entre héritier de tous les mangas dont on parle et héritier des mangas de super-héros, et en même temps avec une partie scène. Il est vraiment. Il a beaucoup de choses à porter. Hein. Il est dans un sacré carrefour avec beaucoup de rues qui arrivent. Hein. Très intéressant aussi parce que quand Julie parle de ces nouveaux titres, j'avais envie d'évoquer aussi My Hero Academia, mais aussi One Punch Man, tu vois. Parce que pour moi, Saitama dans One Punch Man, en fait, c'est comme s'il était toujours en état de transcendance et que juste il finit ses histoires en un coup, mais il est toujours surpuissant, il a pas besoin de devenir encore plus puissant. Et dans le cadre de My Hero Academia, c'est aussi un détournement pour moi. À la base des coups, il a la puissance, ce qu'il doit apprendre, c'est à la contrôler. En fait, s'il lâche toute sa puissance, eh ben, en fait, il va se faire mal. C'est exactement le coût dont tu parlais, le prix à payer pour utiliser ta puissance. Donc pour moi, c'est vraiment des manières habiles et inventives de renouveler ce truc de transformation. On est un peu à l'inverse. Mais il y a ça dans le manga Claymore aussi, où en fait, elles sont tout le temps surpuissantes, mais par contre pour garder cette humanité, elles ont besoin de contrôler ce pouvoir, et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça prend le contre-coup de la transcendance. C'est au contraire le méga calme plutôt que la transcendance, tu vois. Et malgré tout, toutes ces symboliques dont on parle depuis le début de cette émission, on les retrouve quand même, bien sûr, mais différemment. Oui. Saitama, c'est un adulte, malgré tout. Ouais, Saitama, c'est un adulte. Il fait les promotions, oui, c'est un adulte, oui. Il est l'heure de clore cette émission. Avez-vous une dernière chose à dire pour la conclure ? Oui, est-ce qu'on partirait pas sur un top 10 des transformations du coup ? Alors, tout de suite maintenant, non. Il essaye, hein. Il essaye dur. Non, mais il les fera sur les réseaux sociaux. Exactement. Je les ferai dans Suivez son compte Twitter. Non, bah écoutez, non, j'espère qu'on aura à nouveau des héros qui seront capables de se transformer, parce que finalement, enfin moi ce que j'en retiens de tout ça, c'est que c'est bien de grandir quand même. Oui. Et là, on arrive à un stade où on a des séries qui s'adressent à des gens qui sont déjà très grands et qui n'ont pas forcément envie de grandir plus. Donc, non, il faut revenir à des choses un peu plus simples, un peu plus fun. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que Toriyama, en incluant un singe énorme dans le parcours de son héros, il y avait ce quatrième mur qui tombait, qui nous faisait rire et qui le faisait rire lui aussi. Non, mais ces transformations de ces héros, bon, on est d'accord qu'elles symbolisent globalement toute la quête du héros. Parfaite métaphore de l'adolescence, même passage si à l'âge adulte. Là on est effectivement dans d'autres cas, dans des évolutions sur les derniers mangas. Malgré tout, on t'explique dans ces mangas comment trouver ta place dans la société, comment lutter contre tes propres démons, comment apprendre à être responsable. Bref, on te symbolise tout ce qu'on te demande quand tu deviens un adulte. Ok ? Maintenant, ça me donne envie d'ouvrir un autre débat. Pourquoi nous, en tant qu'adultes, pourquoi nous, en tant que trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, on aime toujours autant ça ? Parce que manifestement, nous, on a relativement trouvé nos places dans la société. On a relativement compris qu'on ne pouvait pas, même si c'était injuste, s'en prendre au contrôleur dans le train. Oui, ne le faites pas. Voilà. Ou alors on est très très nombreux à être perdus. Eh ben moi, je te dis que c'est ce fameux truc de dire arrêtez de penser qu'un jour vous serez adulte. Vous l'êtes déjà.
quand vous êtes enfant. Et quand vous êtes adulte, eh ben, vous serez toujours enfant. Vos C'est beau. souvenirs, ils peuvent pas se séparer de vous, comme l'huile de l'eau. Et que faut faire une vinaigrette. Il faut mélanger tout ça, il faut assaisonner. Soyez la vinaigrette de votre propre vie. Et voilà, assaisonner à votre goût et manger. Mais je pense qu'il y a un truc intéressant là-dedans, parce que même une fois qu'on est devenu adulte, moi, ce dont je me rends compte, c'est que le combat, il continue en fait. Le combat, il est pas terminé. Tu vas te battre avec les contrôleurs, avec ton patron, avec tes collègues ou autre. Mais et il y a vraiment ce truc de le combat ne sera jamais fini. Et c'est un petit peu ce que dit Nietzsche avec ce concept du surhomme, c'est que le surhomme n'est pas un but à atteindre. Il n'est pas possible d'arriver à ce stade de surhomme. Toute l'idée, c'est le combat perpétuel et l'évolution, en fait. Tout simplement, l'évolution. Et que même en tant qu'adulte, même en tant que grand adulte, tu vas continuer à évoluer, tu vas continuer à apprendre. Huile d'olive extra vierge, poivre fumé, sel à l'ail. Moutarde ? Absolument pas. Oh bon. Espèce de Voilà, loser. on s'arrête là sur la meilleure sauce pour sa salade. Merci d'avoir écouté. Ça n'a aucun sens. Merci d'avoir écouté cette émission. On a hâte d'avoir aussi toutes vos réactions et puis évidemment on se penchera tôt ou tard. On va peut-être mettre un an le temps qu'on y réfléchisse un peu, mais à cette histoire d'adulte cette histoire d'adulte qu'on n'est jamais. Tu vas sur les sujets qui tout de suite qui. Et on se retrouve sur les ouvertures effectivement. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour le top 10 des vinaigrettes. Donc, vu que vous voulez pas faire le top 10 des transformations, vous allez peut-être me laisser un top 10 de vinaigrettes. Il va arrêter avec son top 10, oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci Julie. Merci Kania. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut. Salut.